Ok, bonjour à tous. Merci d'assister à cette conférence aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, je m'appelle Amélie, je travaille donc exclusivement sur l'habitat collectif auprès des bailleurs privés et publics et les pouvoirs publics pour trouver toutes les solutions possibles. Donc, pour le thème de notre réunion d'aujourd'hui, donc pour la transition donc de nos chaufferies aux énergies fossiles aux pompes à chaleur. Alors, l'ambition pompe à chaleur, comment réussir sa transition économique et écologique, ce sont donc deux leitmotifs qu'on va vraiment avoir donc en visuel. Économique, parce qu'il faut toujours regarder les deux angles du projet, hein, donc sous sa forme possibilité technique, mais aussi économique, sa viabilité dans le temps aussi. Et donc, pour reprendre un petit peu les bases de cette réflexion, tout simplement, c'est l'évolution réglementaire qui nous a amené à cette réflexion. Pour éliminer donc ce qu'on appelle les passoires thermiques, ce sont c'est-à-dire tous les logements qui sont classés E, F et G, avec des dates donc progressives d'interdiction de mise en location, pour atteindre un parc à 2050. C'était une ambition A, B, C ou D maximum. Sur le logement existant, particulièrement sur l'appartement, qui est le plus compliqué donc, actuellement à passer en transition énergétique, on a 5 millions d'appartements qui sont actuellement encore en passoire thermique, donc qui sont situés en dessous de la lettre D, donc 3,4 dans le marché locatif. Donc nous avons une grosse ambition sur les bailleurs, donc privés et publics, que nous cherchons à toucher, bien sûr, particulièrement. L'évolution du DPE, donc je pars comme petit exemple d'une chaufferie gaz, donc d'un bâtiment qui est classé F. Grâce à la jonction d'une pompe à chaleur, on va pouvoir travailler donc à une lettre D, avec une ambition donc d'isolation thermique et arriver facilement jusqu'à la lettre B. On est là ce qu'on appelle sur une hybridation, c'est-à-dire qu'on va avoir en production donc les deux appareils qui vont tout simplement fonctionner en même temps ou simultanément ou en alternance. On va avoir la même chose quand on va travailler sur du 100% pack, et donc là dans ce cas-là on va travailler sur une lettre C quand on sera sur juste le changement de la pompe à chaleur, et la pompe à chaleur donc plus l'isolation sur un B ou un A. Le tout, c'est de regarder tout simplement qu'est-ce qui va être le plus favorable économiquement et techniquement entre le 100% pack ou l'hybridation. Ici, donc, on peut regarder et on peut essayer d'espérer encore que ces prochaines années puissent être financées par les C2E, les coprés et MaPrimeRénov' copropriété, qui sont pour l'instant encore d'actualité mais un peu amoindries. Donc on espère que toute cette ambition jusqu'à 2050 de rénovation du parc sera toujours portée par les pouvoirs publics et les politiques de financement. Juste pour donner, puisqu'il n'y a pas que la partie publique, il y a aussi la partie privée. Quand on est propriétaire de son appartement, de passer une classe A à B ou à D, on a aussi une chose qui est très favorable à la rénovation énergétique, c'est de monter sa classe pour pouvoir monter aussi tout simplement son rapport, donc le rapport de l'appartement au mètre carré, son prix. Donc là, vous avez une carte qui est ici tout simplement de l'étude des notaires de France qui montre que plus vous faites de la rénovation énergétique, plus vous apportez une lettre verte à votre bien et plus il prend de la valeur immobilière sur le marché. Donc on s'adresse bien autant aux bailleurs publics et privés sur ces éléments-là, sur l'ambition de passer à la rénovation énergétique. Du coup, on va passer au cas concret, l'étude de cas. On va prendre le plus compliqué, l'intramuros Paris. On a 44 logements dans le Paris 15e, donc si vous voulez avoir plus de détails, des photos, tout à l'heure, n'hésitez pas. 2 bâtiments sur cours, que j'ai bien sûr visité, avec une chaudière gaz sans condensation initiale. On m'amène, on me dit Amélie, défi du jour, on fait quoi? Donc c'est simple. On est à un 6 étages, donc vous avez
peu de balcons, ou voire pas de balcon du coup, une cour intérieure fermée, 4 murs, un abonnement électrique qui est limité, un espace d'implantation d'une solution PAC, 100% PAC, limité également. En gros, mon quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme solutions qui sont demandées? Donc la modernisation des chaudières, ça c'est la base. On va simplement donc là pas trop avoir besoin de nous. On va simplement donc moderniser les chaudières. C'est le premier pas en fait qui est étudié. Après on va avoir la production séparée PAC et chaudière. Ça c'est tout simplement en fonction donc de la, on va dire du pourcentage ou énergétique de la consommation énergétique, pardon, qui va être soit plus affilié donc sur la production eau chaude ou la production chauffage. On va regarder si c'est intéressant par exemple de faire qu'une PAC sur que le chauffage ou qu'une PAC sur l'eau chaude, voire après donc un complément sur la chaudière. Et après, troisième partie, l'hybridation. Donc l'hybridation maximale, on verra ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on va maximiser la puissance PAC, maximiser son rendement et maximiser aussi son rendement donc économique par rapport au prix kilowattheure donc des énergies entre la PAC et la production donc de la chaudière. Sur ces trois solutions, donc on est sur un bâtiment F. Donc jusqu'où on va aller tout simplement par la suite, quelle lettre on va pouvoir atteindre. En première solution, on ne remplace et on optimise que les nouvelles chaudières. C'est beaucoup plus simple au niveau économique. On ne prend pas plus de place. Qu'est-ce que ça donne? On a une baisse de la puissance installée un peu, puisqu'on avait un surdimensionnement par exemple. On a souvent fait un petit peu de travaux sur ces années. Donc là, c'est un immeuble qui est très ancien. Donc on a changé les fenêtres, ce genre de choses. Donc on a pu baisser un tout petit peu la puissance. On regarde la régulation des températures de départ, bien sûr. Donc on apporte tout simplement sur la chaufferie initiale donc des réglages qui permettent aussi de faire des économies initiales. Et on isole un maximum des réseaux de chauffage et ECS. Ça nous donne une lettre D, donc on pourrait rester sur cette ambition, mais par contre, l'ambition carbone n'y est pas du tout, puisqu'on reste en lettre D carbone. Et donc c'est là où donc les bailleurs nous appellent, par exemple, en disant comment on fait pour aller un peu plus loin que ça. Donc on se pose très très vite cette ambition de la pompe à chaleur. Et donc là, on va regarder ce qu'on va pouvoir faire avec une PAC qui couvre la production ECS sur 85%, la production donc, du besoin de chauffage ECS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pompe à chaleur va fonctionner toute l'année pour produire de l'ECS. Elle va juste avoir besoin sur 15% du temps d'un petit complément de réchauffage de boucle ECS en hiver, puisque donc on ne va pas suraugmenter la puissance PAC pour le bouclage. On va ici la faire amener par la chaudière, donc souvent sur l'habitat qui est existant. Les problèmes, ce sont les bouclages. Ce sont cette puissance qui peut parfois représenter 15% de la facture, qui va être amenée donc à trop surdimensionner la pompe à chaleur. Donc là, on va étudier pour utiliser donc la chaudière sur le réchauffage de boucle et la pompe à chaleur pour un fonctionnement de 100% toute l'année. Ça veut dire qu'en gros, ce sont les 4 mois d'hiver, entre novembre, décembre, janvier, février, où on a un complément sur la chaufferie. Et tout le reste de l'année, donc comme la pompe à chaleur est un peu surdimensionnée, on va pouvoir faire le réchauffage de boucle avec la PAC ECS. Ça, c'est une application très simple, puisque grâce à un peu d'accumulation d'eau, d'eau de service tout simplement, ou d'eau instantanée, ou d'eau accumulée d'ECS, on va pouvoir donc pourvoir la consommation ECS de 100% des habitats toute l'année. On va faire bien sûr l'isolation des réseaux de chauffage et d'ECS et on va remplacer des radiateurs pour un réseau basse température. Alors ça, c'est parce que sur la partie chauffage, donc vous l'avez compris, on est resté sur la partie chaudière. On va tout simplement améliorer le confort en changeant des radiateurs, leur régulation, augmenter leur surface d'échange pour baisser de quelques degrés tout simplement la température de service et donc aider la chaudière par exemple à plus condenser. Ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne tout de suite une ambition C. Donc on passe sur du C et surtout on passe sur une bonne diminution donc, de l'impact carbone donc, sur cette stratégie-là. J'ai fait peu de frais d'investissement puisque j'ai une PAC de petite puissance qui va couvrir que l'ECS. Elle sera aussi plus facile à mettre, à aménager et à installer quelque part.
La dernière proposition, on va faire une hybridation maximale de la PAC. Qu'est-ce que c'est? Donc on va faire l'installation de la PAC pour la production ECS et chauffage. On va chercher à avoir une couverture à 75% de la consommation annuelle minimum. C'est-à-dire que la puissance de la PAC va me permettre de faire 100% de la production ECS et va à un moment donc être permutée en hybridation sur la chaudière, un moment de la température, un moment de l'année où la température sera plus froide, moins clémente. On sait par exemple que les pompes à chaleur, à partir de 6 degrés, on a des cycles de dégivrage qui prennent un peu de puissance et qui sont un peu défavorables, plus défavorables en tout cas quand on reprend le kilowattheure donc électrique produit par la PAC ou consommé pour faire son énergie, par rapport au kilowattheure gaz. Donc, on peut réfléchir à cette permutation-là au niveau des, tout simplement, températures extérieures. Donc, on a notre chaudière gaz pour le complément de puissance, vous l'avez compris. Donc, à partir d'une certaine température, juste comme ça, hein, quand vous regardez les données météo de Paris, à partir de 6 degrés, donc toutes les heures de fonctionnement en dessous de 6 degrés, ça représente que 25% du temps de chauffage. Donc c'est assez intéressant de travailler sur cette chaudière-là, par exemple, à partir de 6 degrés à Paris, pour que l'on puisse minimiser donc, la consommation gaz, l'optimiser par rapport au kilowattheure énergétique, et donc par rapport à l'investissement, puisque ça permet donc de ne pas doubler la puissance PAC, mais donc de l'utiliser à bon escient pour la production 100% ECS et quasiment 75% du chauffage à l'année. Ça permet donc toujours, sur l'ambition énergétique, ce qu'on ne consomme pas, c'est déjà de l'énergie gratuite et donc de l'économie d'énergie. Donc on isole les réseaux de chauffage et ECS et on remplace les radiateurs par un réseau basse température. J'ai des fois dans ce qu'on appelle le réemploi, hein, dans des logements qui sont vidés, on peut aussi réutiliser une partie des radiateurs, les remettre sur peut-être des surfaces qui sont mieux adaptées et ne pas faire 100% du changement de radiateur, mais qu'une partie. On est toujours dans cette ambition de l'économie d'énergie, c'est aussi de ne pas jeter, donc on peut réemployer. Quand on change les radiateurs, tout le monde me dit « Oui, mais changer les radiateurs, ça coûte cher. » Ça dépend. Si tu réemploies, c'est ce que tu fais. Si tu repenses bien ton matériel. Et donc là, on va travailler sur une ambition C, mais on va passer en B, ici en gaz, puisqu'on va vraiment utiliser que le gaz, juste pour subvenir à l'économie en fait, du système, que ça soit aussi bien énergétique que financier. Juste pour vous dire, alors, je vais vous parler particulièrement d'une pompe à chaleur qui vient de sortir, qui est plutôt une innovation énergétique. Mais sachez que chez Daikin, vous avez des pompes à chaleur qui vont de 3 à 4,5 mégas. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir travailler de la maison individuelle au quartier. Donc je ne peux présenter pas toutes les solutions que j'ai en poche, mais vous pouvez nous demander, en effet, de réfléchir sur du monobâtiment, donc par exemple une maison, mais aussi un ensemble de 20 appartements ou de 10 ou de 5, mais aussi des multilots, ce qu'on appelle des plusieurs bâtiments qui sont reliés par un même circuit, ou quasiment un quartier. L'innovation justement que je vous présente, c'est une pompe à chaleur au R454C. Pour ceux qui sont adepte des fluides, le R454C, c'est le cousin du R32. En quoi il est cousin? Tout simplement parce qu'il fait partie de la même classe d'inflammabilité, c'est-à-dire que c'est un A2L, il est faiblement inflammable et non explosif. On va le voir ici, voilà. Son PRP ou GWP en anglais, il est de 148, ce qui veut dire qu'il est inférieur au seuil des 150, donc qui va être réclamé pour toute pompe à chaleur à partir de 2030. Il a donc une très longue longévité dans le temps. On va pouvoir le travailler donc ici, comme c'est un A2L, sous les mêmes conditions en fait que le R32. Vous allez le voir, il a un vrai avantage, c'est qu'on va pouvoir le mettre en intérieur. Donc les unités extérieures, donc de les mettre en intérieur et de les gainer. On n'a aucune restriction supplémentaire par rapport au R32, donc aussi au niveau des installateurs et donc de ces gens qui sont habitués à ce fluide-là, il n'y a aucune nouveauté, il n'y a aucune expérience ou apprentissage supplémentaire à obtenir ou tout simplement à se former.
Ici, puisque nous faisons donc de l'eau chaude haute température pour fabriquer donc de l'eau chaude sanitaire, qui est donc, même si elle est stockée et distribuée à 45 degrés, doit être au moins produite autour des 65 degrés. On a donc des machines qui sont certifiées pour fonctionner jusqu'à 70 degrés par moins 15 en 100% thermodynamique et sans relais électrique. Toute mon ambition, c'est donc de comprendre où est l'avantage économique et technique à aller jusqu'au 100%, 100% thermodynamique ou avoir un relais soit électrique, soit hybridation. Ça se fait donc en rénon ou en neuf. En gros, à peu près typologie de chantier par typologie ou chantier par chantier quand on a des particularités, des châteaux ou ce genre de choses, ou des tout petits ensembles de 3-4 appartements, par exemple intramuros en ville. Donc on a une technologie full inverter, ça veut dire tout simplement que le compresseur est à démarrage progressif, tout simplement aussi pour éviter donc les consommations on va dire initiales à chaque démarrage. On va de 15 kW à 250 kg. On peut donc ici aller, je parle ici en 100% thermodynamique, à une centaine d'appartements en 100% thermodynamique, à 200, 250 quand on est en hybridation, facilement. Ici, sur cette configuration, donc, on a donc un module qui est assez haut, mais peu large. Donc, pour ceux qui sont adeptes du chantier, sachez qu'à 80 cm de profondeur, et donc, la surélévation de la machine, c'est que de 40 cm par rapport au DTU des toitures. Donc, cette machine qui fait à peu près un petit peu moins d'un mètre 90, va faire donc 2,20 m, 2,30 m tout simplement, une fois surélevée donc, sur une toiture. On va pouvoir l'installer, donc, comme vous le voyez, sur différentes installations. Donc, en toiture, donc ça c'est le petit 3. Vous allez pouvoir la mettre en fond de jardin ou en fond tout simplement de foncier. Donc, on l'écarte de l'habitat. Ça permet, pareil, de réduire les problèmes acoustiques ou les besoins acoustiques d'isolation acoustique. Vous allez pouvoir la mettre en intérieur au rez-de-chaussée, donc c'est ce qu'on appelle sur les grilles, les alcôves ou ce que vous voulez, sous certaines conditions techniques que je pourrais forcément expliquer ou assister l'architecture, ou les équipes de maîtrise d'œuvre pour la bonne installation. On peut être adossé, donc forcément, donc ici à un mur. On privilégie les descentes de parking aussi, puisque c'est là où il y a parfois un petit peu de bruit. Et après, je peux la mettre en sous-sol, bien sûr. Donc, c'est ce que vous voyez ici en 5, sous certaines conditions, mais c'est tout à fait possible puisque vous avez 100 pascal sur donc, les ventilateurs. Et je ne suis pas obligée d'avoir des gros volumes tout autour pour pouvoir la faire donc respirer. Donc ça m'aide beaucoup à Paris. J'ai été la semaine dernière sur un sous-sol justement qui faisait pas plus de 4 mètres carrés pour 20 kilos pour pouvoir la mettre donc en sous-sol. Cette machine-là donc peut sortir du chaud, du froid, est idéale aussi donc pour la production ECS. On va la travailler aussi en solution hybride. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une machine qui est un peu, on va dire va tout faire de tout ce qu'on pourrait avoir en ambition neuf et réno, et d'environ donc 5-6 appartements jusqu'à 250. Le tout, c'est de regarder l'environnement, la solution et le pilotage. Donc pour la question qu'on me pose toujours, oui, le pilotage en hybridation est fait par Daikin également, ce qui permet de la mettre sur n'importe quelle chaudière, donc existante ou neuve, et de travailler donc avec ce qu'on appelle vraiment un pilotage d'abord de la PAC et la chaudière qui vient répondre ensuite. Pour conclure, ça va être les questions-réponses. Donc vous avez compris qu'on peut parler donc de neuf et de réno. L'ambition donc de 2025 jusqu'à plus que 2025, les RE 2028 également. On va pouvoir travailler donc avec des productions centralisées de production d'eau chaude ou décentralisées. Imaginez une pompe à chaleur et des petits ballons par exemple sur chacun des appartements en production ECS. Ça c'est ce qui m'arrive aussi en rénovation. Les cas concrets, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. J'ai peut-être parlé un peu vite, je ne sais pas si vous avez des questions.
Le R454C, la puissance unitaire de vos machines, elles vont jusqu'à quelle puissance? C'est-à-dire la plus grosse taille, c'est ça? La plus grosse taille, oui. Alors c'est l'avantage du 454C. La plus grosse taille, donc c'est une taille nominale de 70. Et donc à moins 15, elle me sort encore 55 kg. D'accord, donc quand on a vu là les 250 kW, en fait c'est avec plusieurs machines une en parallèle. cascade de 4, tout à fait. Ok, merci. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le moins de perte thermique entre le 7 et le moins 7 ou le moins 15. Et donc là, c'est assez intéressant qu'on ne perd que 15% de puissance. En gros, jusqu'à du moins 2 ou du 0, on est à puissance égale. Donc pour faire du 65 degrés. Sur les compresseurs à scroll, donc c'est-à-dire pour les petites puissances, à partir de 2030, vous envisagez quel fluide? Alors celui-là, au-dessus de 2030, sera encore là puisqu'il est inférieur à 150. Mais vous allez augmenter les puissances ou pas? Alors, en effet, il y a différentes, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a différents fluides qui sont étudiés. Donc la cousine qui va sortir, ce sera bien sûr au 290. Le 290, donc, qui est le propane, qui vont tout simplement compléter la gamme, puisque ce sont des choses qui vont pas avoir toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes utilités. Là, le gros avantage du 454, c'est de le mettre en intérieur. On va être très clair. Pourquoi? Parce que quand je vois certaines installations, j'ai autant d'argent à mettre sur l'isolation phonique ou périphérique visuelle que la machine. Donc des fois, c'est assez intéressant de tout de suite réfléchir avec l'architecture pour la mettre en intérieur. Après, donc oui, il y a d'autres fluides. Vous allez voir, de toute façon, il y a le propane, il y a bien sûr le CO2. Voilà. Comme tous les fabricants, c'est la course aux nouveaux produits. Hein. Ça répond à votre question? Oui. Bonjour. Merci, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure comme situation la plus compliquée la chaufferie collective gaz. J'en vois une autre qui est encore plus compliquée, c'est la petite copropriété de 10, 20, 30 lots avec des chaudières gaz individuelles. Est-ce que vous avez des solutions commerciales qui s'adressent à ce type de situation? Oui, alors forcément, il va y avoir deux choses à chaque fois qu'on rénove. La première question que je pose, après donc l'adresse complète pour regarder sur Google Earth dans l'existant, c'est occupé ou c'est vide? Donc en général, quand on remplace des chaudières individuelles, c'est en milieu occupé. Donc on doit remplacer sous les moins de 8 heures, puisque vous ne pouvez pas avoir de coupure. La seule manière d'arriver à faire ça, c'est de recréer donc en effet ce qu'on appelle la boucle d'eau technique dans le bâtiment, et après de relier donc sur des vannes en attente, appartement par appartement. Et qu'est-ce qui remplace le mieux qu'une chaudière individuelle sur la même place, le même encombrement et qui fait eau chaude et ECS, enfin chauffage et ECS sur le même gabarit, c'est actuellement les modules thermiques d'appartement. Donc pour l'utilisation sur cette machine-là, on a refait donc tout un descriptif technique qui nous permet d'assurer les débits sur les modules thermiques d'appartement, de ne pas avoir les déboires qu'ont certains eu il y a quelques années, et de pouvoir en effet remplacer sur du 10, 15 donc appartements en chaudière individuelle, mais jusqu'à du 200, puisque là j'ai un projet de 110 aussi, qui va nous permettre de travailler comme ça en colonne. Lors d'une réfection, en fait, pour tout vous dire, des ascenseurs, donc on réutilise une partie pour refaire cette bouclage, et donc on va pouvoir intervenir appartement par appartement avec une coupure de moins de 8 heures. Merci. De rien. Vous pouvez y aller sur les cas concrets. Théoriquement, j'ai une solution à tout. Hein. Ah. Ok. Si vous avez d'autres questions après, je serai là derrière. Sinon, on est au stand à l'entrée du salon, juste après les vestiaires et l'entrée, les badges.